Bonjour, bonsoir les amis, voilà. Je vais vous parler de Coinbase dans cette vidéo. Apparemment, la plus grosse, et je partage ici, la plus grosse IPO de l'histoire de la tech depuis Facebook. C'est juste pour vous dire, ça va être énorme. Donc, cette IPO, tout le monde l'attend avec grande impatience. IPO, ça veut dire quoi? C'est Initial Public Offering, donc offre initiale publique. Et généralement, quand une entreprise s'introduit en bourse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en bourse, par exemple Coinbase a des investisseurs, à un certain moment, ils vont se dire, OK, on veut récupérer une partie de notre argent, ou on veut lever encore plus d'argent, c'est-à-dire avoir encore plus d'investisseurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller en bourse. Bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut faire des études, des audits, il y a un dépôt également, et c'est ce qu'a fait Coinbase. Donc dans pas longtemps, le 14 avril, IPO de Coinbase. Tout le monde attend cette IPO avec grande impatience. Donc ce sera le 14 avril. Le symbole COIN, C-O-I-N, et bien évidemment validation de la déclaration d'enregistrement par la SEC. Alors c'est super intéressant parce que beaucoup de gens m'ont dit, Tammy, si la SEC a donné l'autorisation à Coinbase, finalement qui est un courtier, c'est une plateforme qui permet d'acheter, de stocker du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Si la SEC donne finalement cet accord, ça veut dire que pour eux, le monde des cryptos est totalement légal, etc. C'est pas aussi simple que ça, mais bien évidemment, il y a une part de vérité, c'est-à-dire que si effectivement la SEC approuve, ça veut dire qu'il y a eu une évolution de sa part. Mais encore une fois, attention, 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 il y a encore beaucoup d'incertitudes et je ne pense pas que je vais revenir dessus dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo. On considère que ce sera probablement l'une des plus grosses IPO de l'histoire de la tech après celle de Facebook et on valorise Coinbase à 100 millions de dollars. Ce qui est incroyable, c'est qu'en 2021, Coinbase a gagné sur le premier trimestre 2021 bien plus que durant toute l'année 2020. Et le profit de Coinbase est le double de ce qu'elle a gagné en 2020. Et c'est juste incroyable. On parle d'un profit de 730 millions à 800 millions de dollars. Et le chiffre d'affaires est de 1,8 milliard de dollars sur les 3 premiers mois de l'année et qui surpasse le chiffre d'affaires de 2020 qui était de 1,3 milliard. C'est juste pour vous dire que les 3 derniers mois furent tout simplement fous. Et Coinbase, c'est une opportunité en or. C'est pour ça qu'ils accélèrent leur IPO. C'est-à-dire que tu n'as pas de meilleur moment pour rentrer en bourse qu'aujourd'hui. Leurs profits explosent, les cryptos qui sont à la mode, tout le monde en parle, même les plus hauts décideurs, les banquiers centraux, etc. Tesla, Elon Musk, etc. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour faire leur IPO. Bravo. Et clairement, ils vont cartonner avec cette IPO. Donc, c'est d'abord qui? La personne qui a lancé... C'est ce personnage, Armstrong, on a l'impression que c'est un film de science-fiction. Non, c'est une vraie personne. Success story à l'américaine. Il bosse au départ chez Airbnb. Il se fait un petit peu la main chez Airbnb. Et là, il se dit, OK, il y a beaucoup de problèmes à gérer les paiements du monde entier. Parce que Airbnb est mondial, donc il y a des Airbnb dans le monde entier. Et à partir de là, il se dit, tiens, ce serait intéressant de créer un portefeuille numérique pour contenir les bitcoins. Et alors, bien évidemment, c'est quoi le lien? C'est juste son expérience. Et à partir de là, il s'est dit, tiens, il a fait le lien avec les cryptos et il a travaillé sur le sujet et il a fondé Coinbase en 2012. Il s'est associé à Fred Ehrsam, qui est un ancien trader sur devises de Goldman Sachs. Et peu après la création de Coinbase, et cette personne, Ehrsam, qui aujourd'hui a créé son hedge fund, possède plus de 2 milliards de dollars. La participation est plus de 2 milliards de dollars selon Bloomberg. Brian Armstrong a obtenu l'un des salaires les plus élevés des États-Unis. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. 9,3 millions d'options, 3,8% des actions en circulation, à un prix d'exercice de 23,49 dollars. Et on évalue ce montant à 3 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en se basant rien que sur ça, ça voudrait dire que Armstrong aura un salaire de 1 million de dollars par jour pour la prochaine décennie. Donc c'est juste énorme, mais il n'y a pas que ça. Il y a également sa part dans la société qui équivaut à 15 milliards de dollars
selon l'indice de Bloomberg des milliardaires. On le voit ici, hein, Armstrong, selon Forbes, est à la 404e position au niveau mondial avec une fortune de 6,5 milliards. Ce qui est intéressant, hier j'avais fait une vidéo sur Wang qui avait une fortune de 30 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'il était, je pense, dans le top 100 facile, hein, Wang, et il a perdu en 2 jours sa fortune. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable, quoi. Bref, Armstrong, il pourrait faire partie, selon Forbes, des 500 personnes les plus riches au monde. Sa valorisation elle est estimée entre 7 et 15 milliards. Ici, on voit 6,5 milliards. Mais bon, je pense qu'avec l'IPO, ce sera probablement 15 milliards. Et Coinbase est aujourd'hui évalué à hauteur de 100 milliards de dollars. Bien évidemment, je pense que ça suffit amplement à Armstrong pour être l'un des hommes les plus riches au monde. C'est quoi la vision finalement de Coinbase et quelle est leur vraie valeur ajoutée? Alors, quand vous prenez leur site, il va tout d'abord revenir sur « on veut créer un système financier ouvert au monde ». Premier point. Deuxièmement, on veut plus de liberté économique pour toutes les personnes et tous les business. More economic freedom for every person and business. Et ils reviennent sur les chiffres. Ils ont eu 2,8 millions de transactions, transacting users, d'utilisateurs par mois en 2020 et 43 millions d'utilisateurs en 2020. Et encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, 2021, c'était juste du délire. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup plus de personnes qui participent dans leur boîte. Quelques chiffres. Coinbase, c'était une jeune pousse à ses débuts. Aujourd'hui, c'est un mastodonte. C'est en 2e position derrière Binance. Alors, pourquoi Coinbase concurrence Binance? Parce que Coinbase est américain, parce que Coinbase a également l'autorisation américaine et Binance est beaucoup plus faible aux États-Unis. Donc Coinbase a une part de choix aux États-Unis et au niveau donc américain. Et puis bien évidemment, il y a cette approbation de la SEC. Et puis on sait qu'il y a un gros conflit aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Donc Binance a quand même un gros désavantage par rapport à Coinbase sur le marché américain. Mais Binance sont excellents au niveau mondial. Coinbase est en pleine croissance. Chiffre d'affaires s'est envolé de 136% en 2020 pour atteindre 1,2 milliard de dollars grâce au Bitcoin. Et encore une fois, en 2021, c'est encore plus. Les profits en 2020 sont de 322 millions de dollars. Et on a vu que pour le premier trimestre 2021, on est sur du 700-800 millions de dollars. Donc c'est juste du délire. Et en 2019, ils avaient quand même perdu de l'argent. Ils avaient perdu 30 millions de dollars. C'est quoi l'offre finalement de Coinbase? Coinbase offre tout simplement les mêmes services qu'un courtier. Et il donne accès aux investisseurs particuliers au marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire, tu veux aller sur le marché des cryptos, ils disent on peut te donner cet accès. Mais ça va plus loin qu'un courtier classique. Par exemple, Robinhood permet également d'acheter et de vendre du Bitcoin et des cryptos. Mais c'est quoi la différence entre Coinbase et Robinhood? C'est que Coinbase, tout d'abord, ne gagne pas son argent comme les courtiers traditionnels. Robinhood, j'avais fait une vidéo sur le sujet, va se faire payer pour les flux. Vous voyez ici, les prêts de titres, les marges, le paiement du flux d'ordre, les intérêts nets. Donc c'est comme ça qu'un courtier comme Robinhood gagne sa vie. D'accord? Ils vont facturer des intérêts, ils vont prêter des titres. Par exemple, les gens qui veulent vendre Tesla, Robinhood faisait partie des plus gros prêteurs et ils gagnent beaucoup d'argent en prêtant des titres. Et puis bien évidemment en vendant leur flux d'ordre à des courtiers, à des hedge funds institutionnels. Vous voyez ici Robinhood sur les actions. Ils vendent pour 100 titres, ils vendent ça à 0,24 $. Et on évalue ça, le paiement, à 69 millions de dollars. Sur les options, 111 millions de dollars, ce qu'ils ont gagné au 2e trimestre. Donc ici, vous voyez, premier trimestre 2020, 2e trimestre 2020. Donc ici, on voit 31 millions, 69 millions sur les actions. Sur les options, en premier trimestre 2020,
59 millions, 111 millions au deuxième trimestre 2020. Donc le total, 90 millions, 180 millions. Et on voit que Robinhood, c'est l'un des gros gagnants, parce que par rapport à Charles Schwab, 53,66, c'est quasiment 3 fois plus que Charles Schwab, Robinhood. Mais le gros, encore une fois, c'est grâce aux hedge funds et aux fonds qui vont payer pour le flux de Robinhood. Vous voyez ? Donc Robinhood dit on démocratise, etc. Mais ils vendent vos transactions à des gros hedge funds et c'est là où le scandale a explosé. Coinbase ne fait pas la même chose. Coinbase dit ok, nous on va vous facturer des commissions, mais des commissions quand même assez importantes. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné 1,28 milliard de dollars en 2020, ce qui est quand même assez considérable. Et je dirais même ils ont gagné plus que Robinhood. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a eu l'effet mode, l'effet crypto, etc. Donc, de gros soucis techniques. Donc, cette plateforme, elle n'a pas une bonne réputation, notamment pour ceux qui veulent faire du trading. Ne l'utilisez pas. Il y a énormément de problèmes techniques, de couacs, etc. D'ailleurs, le volume a explosé depuis 1 an. Et la plateforme, elle a connu pas mal de pannes par mois. On parle de près de 2 pannes par mois. Ça veut dire que quand tu es en transaction et que, par exemple, il y a une forte volatilité, tu peux te retrouver avec une position dont tu ne peux pas sortir ou tu ne peux pas rentrer dans un actif. Mais aux États-Unis, ça reste encore une fois l'option la plus viable pour les investisseurs institutionnels. À la fin de 2020, on a 43 millions d'utilisateurs, mais c'est là où Coinbase a fait fort pour moi, c'est le virage vers les institutionnels. C'est-à-dire autant ils avaient une bonne stratégie, etc., autant ils ont compris que le Bitcoin, l'Ethereum et les cryptos en général allaient devenir de plus en plus à la mode auprès des institutionnels. Et c'est là, encore une fois, où, regardez ici, premier trimestre 2018, les particuliers représentaient 11 milliards, les institutionnels, vous voyez, institutionnel trading, en milliards de dollars. Et ici, en bleu clair, retail, c'est-à-dire les particuliers. Donc, premier trimestre 2018, 11 milliards de dollars pour les institutionnels et 45 milliards de dollars pour les particuliers. Regardez ce qui s'est passé quatrième trimestre 2020. 57 milliards de dollars pour les institutionnels, 32 milliards de dollars pour les particuliers. Donc on voit que les institutionnels ici deviennent le gros marché de Coinbase. Mais ça ne date pas du dernier trimestre, parce que à partir de 2019, on voit un vrai tournant. D'ailleurs, on voit ici que les volumes sont morts, il n'y avait personne qui s'intéressait aux cryptos. Puis, deuxième trimestre 2019, 17 milliards, 16 milliards, 9 milliards, 18 milliards, je parle des institutionnels bien évidemment, mais on voit que ça commence à devenir plus important que les particuliers. D'accord ? Le marché des institutionnels devient plus important. 17 milliards, 27 milliards, et puis là, ça explose, et je suppose que durant le premier trimestre 2021, les volumes ont juste explosé. Donc, les particuliers en 2018 représentaient 80% des volumes de Coinbase, contre 36% en fin d'année 2020, et les institutionnels sont devenus majoritaires. Les institutionnels, c'est les hedge funds, les firmes de trading, les fonds de gestion, etc., etc. Et donc Coinbase a vraiment bien joué. Ils ont su capter finalement cette nouvelle clientèle. Par exemple, Elon Musk est passé par Coinbase pour acheter ses 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en février. Donc c'est quand même très très intelligent de leur part, et ils ont été très forts parce que c'était le marché qu'il fallait capter. C'est-à-dire, on le voit bien, le gros de leur business aujourd'hui, ce sont les institutionnels. Les chances de succès de cette IPO. J'ai envie de vous le dire de suite, pas d'ambiguïté de ma part, je ne suis pas fan des IPO. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a une grande incertitude. Certaines IPO, souvent les IPO, elles se cassent la figure, et ensuite ça explose. Donc, en fait, c'est un peu la loterie. Et ce que je dis, c'est mon intuition. Mais mon intuition est appuyée par des arguments scientifiques. Et je vais y arriver juste après. Donc mon intuition, c'est que
souvent, quand tu as une IPO, surtout quand la manière dont Coinbase a lancé son IPO, c'est au pic. C'est-à-dire là, il y a une excitation incroyable autour du Bitcoin, autour des crypto-monnaies. Les chiffres sont excellents. Tout est excellent. Donc, il va y avoir probablement un achat massif. D'accord ? Je pense que Coinbase, ça va être un énorme succès. Donc, soit vous êtes dans une optique trading, c'est-à-dire vous dites, OK, le truc il va exploser rapidement, mais il va y avoir un manque de liquidité, il faut être super méga bon. Et j'achète juste voilà, la première jambe de hausse qui va être là, et puis je me casse. D'accord ? Et ensuite, j'attends que ça se casse la figure, etc. C'est ma stratégie personnellement. D'accord ? Si je devais travailler ça, c'est comme ça que je travaillerais ça. Soit vous avez vraiment confiance dans les cryptos et vous dites, OK, moi, ça peut se casser la gueule, mais c'est un truc que j'ai sur 5 ans et j'ai vraiment confiance dans ce truc. Pas de souci. Et peut-être que ce sera une très très bonne stratégie pour vous. Ou alors, encore une fois, pour ceux qui sont vraiment investisseurs à long terme, on voit la chose, on ne s'excite pas et on attend que ça corrige, si ça corrige bien évidemment, et on accepte de perdre. Et on accepte le fait que si ça explose sans nous, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc, ici, il y a une étude qui a été réalisée par ce monsieur. Ce monsieur, c'est Jay Ritter. C'est un professeur à l'université de Floride. Et il est très très réputé sur les IPO. Il a fait une grosse recherche sur les IPO sur les 20 dernières années. Et il a obtenu un PhD de Chicago. C'est l'une des meilleures universités en économie dans le monde. C'est là où il y a pas mal de prix Nobel d'économie. Qu'est-ce qu'elle dit son étude ? Elle montre que sur les 60% des 7000 IPO réalisés en 1975 et 2011, 60% ont affiché des rendements absolus négatifs après 5 ans. C'est-à-dire que tu achètes et après 5 ans, tu es dans le rouge. D'accord ? Et sur 7000 IPO. Donc, ce n'est pas genre au hasard. On a 7000 IPO, tu as 60% qui ne gagnent pas d'argent après 5 ans. Et cette étude, elle a été corroborée par une analyse d'UBS sur les données réalisées par ce professeur. Et ici, on a ce graphe qui parle de lui-même. Regardez, 3246, encore une fois, sur 7000 IPO. 3246 IPO qui ont une performance après 5 ans de moins 50% et plus, c'est-à-dire moins 50%, moins 60%, c'est-à-dire c'est catastrophique, une contre-performance. Donc quasiment presque 50% des IPO ont une performance négative inférieure, supérieure à moins 50%, c'est-à-dire plus grave que 50%. Ensuite, on a 1397 qui ont une performance comprise entre moins 50% et 0%, c'est-à-dire négatif. Et puis on a le reste, et regardez les IPO qui cartonnent vraiment après 5 ans, on a 168, 90, 154, ça veut dire pas beaucoup, pas beaucoup. Le gros se situe là, d'accord ? Donc c'est déjà un échec. On en a pas mal qui font entre 100 et 200% sur 5 ans, ce qui est très bien, mais celles qui cartonnent vraiment représentent un pourcentage extrêmement faible. Ici, ouais, on a environ 500, d'accord ? Sur 7000. Donc c'est pas grand-chose. Donc, le propos, il est là. C'est quand tu achètes une IPO, tu achètes un billet de loterie. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Les probabilités ne sont pas en ta faveur. Alors, bien sûr, tu peux avoir la chance d'acheter un truc et génial, et c'est super. Tu peux également être patient. Par exemple, il y a des titres comme Facebook qui s'étaient cassé la gueule, ou Ferrari s'était cassé la gueule, et après, ça a explosé à la hausse. Mais au début, ces titres, ils ont ouvert à la hausse, et puis ça s'est cassé la gueule. Et donc, c'est psychologiquement, est-ce que tu es capable de tenir ? C'est ça le est-ce que tu es capable de tenir ? Donc, les chances de gagner gros sont extrêmement faibles. Et si tu n'as pas eu des titres attribués lors de l'introduction, c'est-à-dire avant même l'introduction en bourse, donc tu fais partie des initiés, souvent tu vas perdre de l'argent. Et en plus, comme il y a une psychologie, comme tout le monde est euphorique, on perd souvent beaucoup d'argent sur les IPO. Donc,
Seule une poignée d'entre elles ont réalisé des rendements extrêmement positifs. Comment va se dérouler cette IPO? Alors là, c'est marrant parce que, encore une fois, beaucoup de gens dans le monde des cryptos vous parlent de on est anti-banque, anti-système, etc. Mais les banques qui vont lancer cette IPO, c'est Goldman Sachs et JP Morgan. C'est-à-dire les banques que les gens dans le monde des cryptos détestent. Bizarre. Et en plus, ces banques n'ont pas toujours été très favorables et c'est assez ambigu. Parfois, ils te disent ouais, ça va exploser à la hausse, parfois, ça va se casser la figure. Voilà, on ne sait pas trop quel est leur avis. Mais ils s'en fichent parce qu'ils gagnent du pognon. Moi, je pense que JP Morgan et Goldman Sachs, voilà, c'est pas les banques les plus profitables au monde pour rien. C'est que derrière, ils ont un sens du business qui est juste énorme. Donc, comment va être émise cette société en bourse, Coinbase? C'est la méthode de cotation directe. C'est-à-dire que ce n'est pas une introduction en bourse classique, c'est cession d'actions détenues par les fondateurs ou les premiers actionnaires afin d'éviter que la valeur de leurs actions ne se dilue lors de l'arrivée de nouveaux investisseurs. Donc c'est les fondateurs, ils ont des actions, et ils vont céder sur le marché une partie de leurs actions et ça leur permet également de gagner beaucoup d'argent dans cette affaire. Ici, un exemple pour illustrer le danger des IPO, c'est le cas de Lyft. Lyft, cette action, elle a bondi de 9% lors de son entrée en bourse et ensuite, elle a baissé de 12% durant son deuxième jour. J'ai mis ici un graphique weekly. Et vous voyez ici, l'ouverture, elle s'est faite aux alentours des 90. Et puis, on a le titre qui baisse fortement. L'ouverture, elle s'est faite en avril 2019. Et regardez ici, jusqu'en mars 2020, cette action a perdu l'équivalent de 83%. Ensuite, le titre a rebondi. Il vaut aujourd'hui 64. Bon, j'ai pris la capture d'écran le 22 mars. Mais ce qui est intéressant ici, non, même c'est récent, pardon, mais ce qui est intéressant ici, c'est que les gens qui ont acheté par là, donc en avril 2019, sont toujours perdants 2 ans après. C'est QFD, d'accord? On a un exemple concret. Encore une fois, j'en sais rien, ce qui va se passer avec Coinbase, etc. Mais ça fait partie de votre, c'est votre responsabilité. C'est pas, moi, je suis pas une nounou. Moi, mon but, encore une fois, c'est de vous amener mon avis, mon point de vue, de manière neutre, de raisonner certaines personnes, parce que je vois beaucoup de personnes qui rêvent, je vais devenir rentable, 6 mois, 3 mois en trading. Et malheureusement, c'est le marketing qui domine aujourd'hui. C'est que on vous fait croire que vous allez devenir un très bon en 2 mois, 3 mois. Et vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont mis 10 années, 20 ans et qui ne deviendront jamais bons. Mais le problème, il est là. L'industrie du bien-être, perte de poids, obésité, sport, etc., ça pèse, je pense, 4 500 milliards de dollars. Pourtant, l'obésité aux États-Unis est record. Pourtant, on dépense des milliers de milliards de dollars. Cherchez l'erreur. Très peu de gens vont perdre du poids sur la durée, parce que derrière, il n'y a pas que la perte de poids, il y a l'environnement, très très important. Tu es entouré par qui? Il y a deuxièmement, ta régularité, ton travail, et le fait également de garder le focus. Et très peu de gens iront jusqu'au bout. Moi, ça me fait sourire. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que, ce qu'ils le savent, c'est que très peu vont gagner vraiment de l'argent parce qu'il y a une concurrence, qu'il y a une compétition. Et dans n'importe quel domaine, quand tu vois un mec qui est au top niveau, c'est dur. Tu vas voir un footballeur, tu vas dire c'est facile de gagner de l'argent, il faut juste jouer au PSG. Mais derrière, tu vois qu'il y a des milliers, voire des millions qui ont essayé d'être un footballeur de haut niveau et très peu réussissent. Et c'est ça ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc le trading, ça reste un métier très compétitif et c'est la raison pour laquelle vous devez vraiment avoir des règles et travailler sérieusement, ne pas être un amateur. Donc, pourquoi le risque effectivement de voir Coinbase baisser après l'IPO est élevé? Tout simplement parce qu'au départ, il y a ce que l'on appelle une période de blocage. C'est-à-dire les premiers investisseurs, on va leur donner des avantages, etc.
et ils ne peuvent pas vendre leur IPO. Mais on constate qu'après les 6 premiers mois, ils commencent à vendre les IPO, les initiés commencent à vendre les IPO parce qu'ils ont le droit de le faire. Et donc, cette période de blocage empêche les initiés de vendre des actifs trop rapidement, mais après, bien évidemment, ils les vendent. Mais ici, dans le cas de Lyft, on n'a même pas cette période de blocage puisque ça a commencé à baisser dès l'introduction en bourse. Donc encore une fois, moi je pense qu'il y a beaucoup d'euphorie, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de pubs. Il y a beaucoup de... Voilà, moi j'en parle, hein, je fais une vidéo sur Coinbase, je ne suis pas le seul, je suppose. Et donc beaucoup de gens vont parler de Coinbase et beaucoup de gens vont plonger et acheter du Coinbase. Mais c'est là où, encore une fois, soyez extrêmement prudents parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Est-ce que c'est le bon prix pour acheter Coinbase? Je pense que vous avez effectivement mon avis. Coinbase, ça reste une boîte qui a fait ses preuves, qui s'en sort pas trop mal. Si les cryptos continuent de monter, je pense que Coinbase a vraiment un avenir. Donc si vous considérez que les cryptos vont monter à 200 000, 300 000 dollars et que l'euphorie actuelle va persévérer, parce que c'est ça le truc, c'est est-ce qu'on va continuer sur cette dynamique? Si vous êtes convaincu à 1000 ou 10 000% que c'est le cas, Coinbase, c'est super. Si par contre vous avez un doute, vous dites là, il y a quand même vraiment une euphorie et il y a vraiment un risque. Et puis, bon, les travaux le montrent, c'est-à-dire que le Coinbase arrive à un moment où voilà, il y a une énorme euphorie et les IPO, c'est toujours la même histoire. Pourquoi ne pas attendre un petit peu et voir ce que ça donne avant véritablement de se positionner? C'est deux stratégies qui tiennent le coup. Moi, ma préférence, c'est la stratégie où je ne m'excite pas et je vois les choses, etc. Ce n'est pas une stratégie qui convient à tout le monde. Moi, je pense qu'effectivement, j'adore les gens qui t'expliquent que tu es nul et qu'eux, ils ont tout compris, qu'ils sont super forts et qu'ils sont achetés sur le point bas, qu'ils ont vendu sur le point haut. Très bien. Moi, je pense qu'encore une fois, on s'en fiche. Hein. Vraiment, le plus important, c'est au final, est-ce que tu t'en sors bien? Est-ce que tu gagnes? À long terme, est-ce que ta stratégie, elle est viable? Est-ce qu'elle est solide? Maintenant, tu peux toujours avoir des gens qui vont rentrer plus bas que toi, qui vont sortir plus haut que toi, qui vont faire des trucs de dingue, mais sur la durée, est-ce que tu seras toujours là? Regardez Wang, il a gagné 30 milliards de dollars, le mec. Il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le mec, au lieu d'être focus sur « voilà, j'ai une stratégie, je me protège, etc. », il est rentré dans une dynamique qui s'est révélée très dangereuse pour lui. Et moi, mon but, c'est de vous dire, faites gaffe, ne rentrez pas dans ce type de dynamique. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.